Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ. Salut Julie. Allô Emma. Et c'est reparti pour un tour de manège avec Julie qui aujourd'hui va nous partager ses expériences. Et tout de suite, on va aller dans le vif du sujet parce qu'on va parler des préparations à la naissance. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui programme au lieu de déprogrammer et qu'est-ce qui vous met déjà les pieds dans l'échec. On va tout de suite aller faire un tour pour commencer, Julie, dans une étape de la grossesse qui conditionne l'accouchement et la perception que la femme a de ses capacités. C'est hallucinant ce que tu m'as dit avant qu'on enregistre cette vidéo. Les amis, je vous invite tout de suite à regarder la barre d'infos de toutes les vidéos Faux Départ pour retrouver la famille Bonaparte et toutes les formations que je conseille, le livre Faux Départ se réapproprier la naissance et tout le tralala. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez où aller télécharger aussi les podcasts et les vidéos Faux Départ. Alors Julie, tu m'as dit qu'il y avait une visite à faire pendant la grossesse qui était une des toutes premières qu'on considère comme étant sur l'effet toboggan de la médicalisation des naissances. Tu peux nous en dire plus? C'est peut-être pas la première, mais c'est définitivement une des rencontres qui est souvent importante. En Europe, je pense surtout en France, il y a la rencontre obligatoire où on dit obligatoire avec l'anesthésiste. Puis c'est souvent à ce moment-là que qu'on en profite pour rappeler quelques messages qui font peur. Donc, moi, j'ai fréquemment entendu de par les sages-femmes à qui j'enseignais que dans cette rencontre, les femmes se faisaient dire que la péridurale était nécessaire, et voire même que la péridurale allait sauver des vies et que si on la prenait pas, on mettait en danger la vie de l'enfant. Excuse-moi, Julie, mais comment on justifie ça? Donc, on dit aux femmes que ça peut sauver leur vie? Ça peut sauver la vie de l'enfant, peut-être leur vie aussi, parce qu'ils disent, c'est souvent, tu sais, quand tu disais, on fait des choses puis on est obligé de réparer après, ce qui arrive, c'est que si la femme est sous péridurale et qu'on a besoin de faire une césarienne, là, ils se disent, tu vois, elle est déjà sous péri, ça va être plus rapide. Mais c'est la péri qui va déclencher, entre autres, ça, puis le déclenchement, puis d'autres facteurs qui va faire qu'elle va se rendre à la péridurale. Tu vois, le toboggan, elle va le descendre, puis elle va se rendre à la péri, à cause de toutes les interventions en amont. Et donc, avec une pensée qui est, il faut à tout prix prévoir tous les problèmes potentiels, on crée les problèmes, et là, il faut corriger. Donc, eux autres, ils se disent aussi bien faire la péri tout de suite, comme ça, quand ça va mal aller, pas si, mais quand ça va mal aller, elle sera déjà sous l'effet de la péri. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue scientifique, si on revient, parce qu'on en parle souvent de ce que c'est la science à ce niveau-là, la péridurale, c'est pas ça qui va sauver des vies, parce que souvent, puis je pense que Malika en a parlé quand on a parlé de la césarienne ne se fait pas d'urgence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit peu à peu dans la période de l'enfantement. Et donc, c'est pas quelque chose qui arrive à la dernière seconde, puis que c'est une question de minutes pour sauver la vie de l'enfant ou de la mère. C'est souvent quelque chose qu'on voit venir. Donc, une femme qui aurait pas eu de péri, on aurait le temps de faire des péris, puis on fait aussi des rachis, des interventions qui sont très, très, beaucoup plus rapides. C'est pas comme quand il fallait faire une anesthésie générale pour une césarienne. Donc, c'est quand la visite, elle se fait chez l'anesthésiste, c'est souvent une visite où on programme que tu seras pas capable, puisque il n'y a pas une visite obligatoire de prépare-toi avec les méthodes non pharmacologiques. Tu comprends? Donc, on te rentre dans cette voie-là déjà d'emblée où on te dit, si tu as mal, pas si, mais quand tu vas avoir mal, voici la solution, c'est la péridurale, donc tu dois voir l'anesthésiste. Je doute pas qu'au départ, ça a été fait avec une bonne intention, qui était de dire, on va soulager toutes les femmes de leur douleur. Tu sais, j'avais déjà parlé du congrès que j'avais fait à Vancouver quand j'étais étudiante dans le laboratoire de recherche sur la douleur.
Puis que l'anesthésiste est venu à mon poster scientifique, puis il m'avait dit, je vous comprends pas, vous autres, de vouloir que les femmes souffrent. Puis, dans leur tête, c'est vraiment, il faut soulager la douleur. On fait une péridurale à tout le monde, il y a personne qui va avoir mal. C'est ça le thinking. Donc, déjà, cette programmation-là va induire chez la mère l'incapacité de faire face aux ressources, de faire face à l'intensité des sensations. Et le message qu'on dit, même quand les femmes disent, oui, mais tu sais, j'ai quand même des outils, je fais des cours de prépa, tu sais, je me suis, tu sais, j'ai quand même une bonne capacité. On sème souvent le doute sur, oui, mais tu sais, tu peux bien essayer tes petites affaires, mais ça n'aura pas le même effet que la péridurale. Donc, on induit ce qu'on appelle le nocebo. Le nocebo, c'est l'effet inverse du placebo. Le placebo, c'est très bien connu dans le domaine de la santé. C'est un effet qui est induit par une intervention qui n'en est pas une. Donc, nous autres, dans notre laboratoire, quand on faisait des tests sur la douleur, on prenait des capsules, puis plus la pilule est grosse, puis est colorée, puis est dure à avaler, plus l'effet placebo est grand. Les gens, ils font comme une association. Ils se disent, wow, tu sais, ça a vraiment l'air efficace, ce truc-là. C'est forcément efficace, hein. Exactement. Puis si nous, comme intervenants, on y croit, et si la personne y croit en la pilule, on soulage la douleur. On le sait, ça. Tu sais, que le placebo, c'est un des mécanismes endogènes neurophysiologiques les plus importants. Ça compte pour à peu près 30% du traitement. Donc, c'est pas rien. Mais l'inverse du placebo, c'est le nocebo. Puis le nocebo, c'est quand on induit un effet secondaire lié à l'absence d'un traitement. Comme par exemple, si moi je dis, voici ma pilule, ça va soulager votre douleur de manière très importante. Le problème qu'on a, c'est que cette pilule-là va vous donner des brûlements d'estomac. Puis c'est pas vrai, là, il y a rien dans ce truc-là, c'est un morceau de bonbon presque. Si moi j'y crois et que la personne qui est devant moi me croit, elle va vivre, elle va revenir dans le lab puis elle va dire, vous savez, j'ai pris cette pilule, ça m'a vraiment aidé sur la douleur, sauf que les effets indésirables étaient tellement intolérables que j'ai dû arrêter. Tu comprends? Donc si moi je suis enceinte puis je vais voir mon anesthésiste puis il me dit, ben là, tu sais, moi j'ai vu beaucoup de femmes puis les femmes ont vraiment, vraiment mal. Et puis la péridurale, si tu voyais, il n'y a plus personne qui crie puis tout le monde est tranquille, ça va bien. Pourquoi tu prendrais pas ça? Tu comprends? Puis, même si c'est dit très, très gentiment, ça induit un message. Puis si le médecin dit, en plus, tu sais, les petites techniques, là, j'ai vu plein de femmes essayer ça, des respirations, puis de bouger, puis ça marche pas. Ils réussissent pas. C'est juste trop intense. Donc, ça induit un effet négatif qui est lié à son intervention. Oui, je précise aussi que ceux qui sont hommes, en plus, les anesthésistes hommes, savent bien de quoi on parle quand on parle de douleur de contraction, puisque c'est bien connu que les hommes le vivent régulièrement. Bref, on parle beaucoup, quand on est dans le milieu de la formation, de se déprogrammer avant, comme on le disait aussi l'autre jour. J'aimerais qu'on revienne, parce que j'ai envie, les amis, qu'on mette un peu de warning avant de parler justement de formation à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer au mieux? Qu'est-ce qu'on peut surtout ne pas faire ou arrêter de faire si on a commencé à le faire, pour justement pas se mettre des images, des fausses croyances, des connexions fausses de fusibles dans notre programmation. On parlait dans une capsule précédente de l'effet de la télé-réalité. Tu te souviens, Julie, quand je te disais qu'il y a des gens qui se forment comme ça, en fait, et des partenaires qui se disent, bon, bah, pour savoir ce qui va se passer le jour J, je vais regarder cette émission, ça fleurit partout, notamment sur YouTube. Il y a des maternités en France qui mettent des caméras partout, dans les salles d'accouchement aussi, et puis on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comme je te disais l'autre jour, moi, je regarde ça régulièrement pour voir l'état des lieux aujourd'hui actuellement, histoire de garder quand même une notion de ce qui se passe dans la vraie vie, hein, parce qu'évidemment, la famille de la physiologie est vaste, mais on va dire qu'il y a encore énormément de travail, les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, moi, quand je vois ces émissions de télé-réalité, ce que je note surtout, c'est l'adrénaline, le stress, les urgences, les problèmes.
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Je pense que les couples qui se forment comme ça, les femmes qui se forment en regardant ce genre d'émission. C'est très, très important qu'on s'expose pas pendant la grossesse et même avant la grossesse et je dirais en général aux expériences négatives. Parce que les expériences négatives nous conditionnent. Moi, je le vois souvent chez le père qui avait une sœur ou quelqu'un de proche qui a eu une mauvaise expérience. Puis c'est comme si ça rentre dans la tête, puis ça devient à quelque part notre propre expérience. Donc, c'est important de s'exposer à des modèles positifs, des choses qui nous inspirent. Tout comme dans la vie, d'être avec des gens négatifs, ça nous tire vers le bas. C'est comme si on prend tu sais, t'écoutes quelqu'un qui écoute les nouvelles tout le temps, les mauvaises nouvelles ou les fake news, on va dire, mais les mauvaises nouvelles. Puis, aussitôt que tu le vois, il te dit, il est arrivé ça, lui, il s'est fait tuer, ils ont volé. Ça nous impacte aussi, hein, ça a un effet énergétique sur nous. Mais c'est la même chose pour la naissance. Il faut pas s'exposer à des modèles qui nous inspirent pas. Si ça nous inspire de voir quelqu'un qui est branché de partout, puis qu'il y a des appareils technologiques, puis qu'on est dans un milieu hospitalier, puis que ça nous rassure, tant mieux. Mais je préférais qu'on s'expose à des modèles où la femme est épanouie, elle vit bien son enfantement, elle s'exprime, elle bouge, elle mange, elle boit. C'est un modèle qui va nous aider, nous, à se programmer d'une manière plus adéquate. Puis tu sais, la partie de la programmation anciennement, elle se faisait de génération en génération, c'est-à-dire que on était exposé à des enfantements. On était présent. Tu sais, dans les familles autochtones, on voit dans les livres où ils relatent les expériences de l'enfantement chez les femmes autochtones, on voit que ça se passe dans la communauté, ça se passe dans l'environnement où il y a une transmission de femme à femme, de génération en génération, de ce que c'est le geste de l'enfantement. C'est pas quelque chose qui se fait complètement à l'extérieur. Et ça fait partie de notre programmation. Si moi, j'ai vu d'autres femmes enfanter, j'ai compris comment ça se passait dans son corps, je le vois, je le sens, et que je suis là en appui pour elle, je vais être capable de reproduire cette expérience-là. Fait que ça, c'est aussi une autre forme de programmation. C'est ce qu'on a vu, ce à quoi on a été exposé. Puis hier, on a parlé aussi d'Hollywood puis de tous les films. Ça a vraiment un impact qui est important sur nous autres, les femmes, puis sur les hommes, sur tout le monde au fond, parce que c'est toujours le même modèle qu'on voit. C'est toujours le modèle de la personne qui est hystérique, la femme qui se fait coacher, qui se fait dire quoi faire, qui crie, qui est mal. Donc, c'est rare qu'on voit une femme qui est dans son bain, puis qui est entourée de sa tribu de personnes bienveillantes qui veillent sur elle. C'est rare qu'on voit ça. Oui, puis c'est rare, comme tu dis aussi, qu'on voit la femme souveraine et pas dépendante justement de l'aide extérieure et du sauveur. Alors le sauveur, ça peut être l'anesthésiste justement qui arrive avec la picouse et tout le reste. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu dans mon premier accouchement, l'arrivée de l'anesthésiste parce que j'en pouvais plus. J'ai eu droit au syntocinon, donc l'ocytocine de synthèse, et donc les contractions induites étaient ingérables. Cette anesthésie-là, effectivement, pour moi, c'est venu comme ça. Et comme tu le dis très bien, quand on ne connaît pas ces options, on n'a pas d'options. Alors justement, quand on fait des cours de préparation à la naissance maintenant, qu'on nous propose de faire, les groupes, on se laisse un peu guider par rapport à ce qui se fait dans notre ville, notre quartier. En général, on va penser que c'est justement les options qu'on a. Et ce qu'on se rend compte, eh bien, quand on étudie la physiologie, c'est que des fois, ces cours de préparation continuent d'engranger de la programmation. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Parce que toi, ça fait quand même plus de 30 ans que tu es dans ce milieu-là de la préparation. Tu sais, avant que j'aie un enfant, que je devienne enceinte, j'avais comme imaginé ce que c'était un cours de prépa. Parce que moi, je suis devenue enceinte, là, j'étais en Grèce, on partait pour un voyage d'1 an, tout ça. C'était imprévu, mais quand je croyais être enceinte, j'ai comme visualisé ce que c'était la préparation. Dans mon esprit,
Ce que je voyais, c'est que j'allais apprendre des outils très concrets sur comment favoriser l'enfantement et surtout gérer la douleur, parce que quand tu dis enfantement, tout de suite, ce qui vient après, c'est ça va faire mal. Tu vois pas bien-être, épanouissement, transcendance. On voit pas ça. On entend tout de suite le premier mot qu'on a été programmé, c'est douleur. Ça va faire mal. Donc, dans ma tête, je me disais, comme j'étais déjà prof de yoga, puis je connaissais bien la méditation, puis des pratiques de visualisation, je me disais, ça doit être ça, hein? On apprend tout ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Et quand je suis devenue enceinte, d'ailleurs, dans ce voyage-là, je suis arrivée au Canada, puis nous, on a des cours de prépa qui sont gratuits, qui sont payés par le gouvernement québécois. C'est la même chose en France, hein, la Sécu prend en charge les rencontres que les femmes ont avec les sages-femmes. Il y a beaucoup de pays qui offrent des cours gratuitement aux parents. Enfin, donc, c'est payé par les taxes et les impôts, hein. Oui, exact. Ne nous emballons pas, Julie. Oui. Mais il y a aussi une raison derrière tout ça, parce que une fois que tu écoutes le contenu, tu fais comme là, premièrement, il y a la moitié des gens qui s'endorment, quoi. Je dirais la moitié qui est pas enceinte, elle s'endort parce que c'est de la théorie. Donc ça tu sais, après un bout là, tu sais, ça commence puis tout ce qu'ils entendent c'est de la musique là, quoi. C'est un bruit de fond parce que ça correspond à rien. Alors, c'est d'abord des cours théoriques et ce sont souvent des cours qui sont basés sur les interventions. Donc, Malika, quand elle a fait sa recherche pour sa thèse de doctorat, elle s'est intéressée au rôle du partenaire dans la préparation, puis dans la parentalité. Et puis, elle est allée dans les cours de prépa pour voir un peu comment ça se passait. Donc, elle a fait le tour de plusieurs cours de prépa dans la ville de Québec pour se rendre compte que la plus grande partie du temps portait sur les interventions et ce qui peut mal aller. Donc là, comme tu disais, tu vois, on peut voir un forceps, on voit c'est quoi une femme qui a une césarienne. Moi, je connais une obstétricienne qui me disait on devrait montrer un film de césarienne dans les cours de prépa. Puis là, j'étais comme, pourquoi tu voudrais programmer quelqu'un pour une césarienne? Puis les sages-femmes souvent me disent, oui, mais les femmes le vivent très mal quand ils ont une césarienne, puis tu leur en as pas parlé. Je pense que la partie qu'on comprend pas bien, c'est, il y a un principe spirituel qui dit, tu dois être responsable, toi, comme individu, tu es souverain, autonome et responsable. Chaque chose que tu le fais pour, tu sais, c'est toi qui vas gérer les conséquences positives ou négatives. Donc, fais tout ce qu'il faut pendant ta grossesse et avant et pendant l'enfantement pour que ça se passe bien. Ça, c'est ton 50% à toi, c'est prends tes responsabilités. L'autre 50%, c'est lâcher prise. C'est tu laisses l'univers, le divin, tu dois lâcher prise parce que quelqu'un a un plan, que ce soit tu sais l'univers ou l'énergie ou appelle ça comme tu veux, il y a un plan divin dans l'affaire. Donc toi tu fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, puis après tu lâches prise, puis tu acceptes ce qui est là. Et dans le lâcher prise, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir des interventions, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une césarienne. Mais c'est pas dans ton 50%, prépare-toi pour une césarienne. Tu sais, si moi je vais faire de l'escalade, je me prépare pas pour quand je vais tomber en bas de la montagne. Je fais pas ça. Je vais me préparer pour pas tomber en bas de la montagne. Donc, je vais me préparer pour être en sécurité, bien faire mes relais, bien m'occuper de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, après, je fais confiance que l'univers a un plan aussi pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que de donner un cours complet sur les interventions obstétricales, c'est une façon de dire, c'est pas si, mais c'est quand. Quand ça va mal aller, on va te déclencher, on va rupturer tes membranes, on va te mettre le soluté, on va te faire un forceps, on va mettre une ventouse, on va faire une épisiotomie, tu comprends? C'est toutes ces interventions-là. C'est supposé d'être des interventions d'urgence, des interventions de dernier recours. C'est pas une routine, mais maintenant, c'est rendu une routine.
Effectivement, tu vois, c'est le Julie, menu. je voulais vous donner, les amis, quelques chiffres. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce que dit Julie. Par rapport aux césariennes, tu vois, quand tu dis que maintenant, il y a des femmes, ou peut-être des hommes, je ne sais pas, qui disent, oui, ça serait bien d'inclure dans les cours de prépa, justement, des films sur la césarienne, comment ça se passe, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, dans le monde, on est à peu près à 20% de césariennes, hein, c'est ça les chiffres, en tout cas, que moi que j'avais. En Turquie, on est à quasiment 1/2. Au Brésil, dans le secteur privé, on est à plus de 80% de césariennes de convenance, hein. Donc là, on est quasiment on prévoit à l'avance, donc c'est pas du tout l'urgence dramatique de l'enfantement. Et pour que vous vous rendiez compte des chiffres, si on parle du monde de la physiologie, moi j'ai pris comme référence Ina Megaskin, qui est cette sage-femme autodidacte américaine et qui, elle, dans sa communauté de farm, a suivi beaucoup de naissances et elle a tenu des statistiques de façon très précise. Elle rapporte des statistiques dans ses enfantements qui se sont faits en suivant la physiologie pour les césariennes de 1 à 2%. Mhm. Donc, on est déjà à des années-lumière de ce qu'il y a comme moyenne de 1 femme sur 5 dans le monde. Là, on est 1, voire 2 sur 100. Et quand tu parles justement des instruments, forceps, ventouses et autres joyeusetés, comme je le dis, eh bien là, c'est hallucinant. Moi, j'ai cru que c'était une erreur, mais non, c'était pas une erreur. Elle est à des statistiques à 0,05% d'utilisation d'instruments pour les femmes qui accouchent dans cette physiologie. Avec donc ces chiffres qu'elle a notés, il y a vraiment eu énormément de femmes. Et donc moi, quand je lis ça, je me dis effectivement, tu vois, on se retrouve maintenant avec un système inversé. Tu vois, Julie, on en parle souvent de ça, où au final, on est toujours dans la même dynamique, on crée un problème pour mieux le résoudre, c'est ce que tu disais là aussi tout à l'heure. Mais surtout maintenant, les cours de préparation, ils sont faits pour préparer les femmes à la réalité du terrain, alors que c'est justement ce qu'on fait dans le terrain qui crée cette réalité. Exact. Donc, puis, voilà. Tu peux rajouter aussi le taux d'épisiotomie. Hein. Tu vois, l'épisiotomie, c'est la coupure qu'on fait entre le vagin, la vulve et l'anus. Le taux d'épisiotomie, il est en bas de 5%. Là, je pense que c'est 2 ou 3%. Je me rappelle pas par cœur, mais je sais que c'est en bas de 5%. Alors que il y a encore des pratiques obstétricales dans le nord, au Maroc, en Algérie, où on fait quasi systématiquement cette intervention. C'est une intervention qui est délétère, qui peut créer beaucoup de problèmes chez la mère, en plus de créer une convalescence en postpartum qui est beaucoup plus longue, un foyer d'infection. Souvent, on réussit pas dans certaines maternités qui sont moins développées, ils réussissent pas à bien aseptiser. Les femmes, ils saignent beaucoup. C'est terrible. Ça crée un trauma terrible. Et c'est pas nécessaire. Et on le voit avec les statistiques d'INAME et des sages-femmes qui font de la physiologie, qu'il n'y a pas de raison, extrêmement peu de raisons de faire une épisiotomie, une lésion sur le périnée, parce que notre périnée est fait pour s'étirer. Puis quand on respecte la physiologie puis qu'on laisse le bébé descendre, le périnée va s'étirer. Puis on peut aussi, travailler, s'exercer là à relâcher notre périnée, puis à le contracter, puis à lui donner une vie. Mais en tout cas, on en a déjà parlé dans des épisodes, puis on peut le faire dans d'autres plus spécifiquement. Mais tout ça pour dire que pour prévenir quelque chose, on crée quelque chose qui va créer plus de problèmes. D'ailleurs, c'est prouvé que quand on coupe, il y a des déchirures qui vont jusqu'à l'anus, alors que c'est extrêmement peu fréquent quand on fait pas de coupure. Alors, c'est juste pour dire que c'est très important de revenir sur les vraies bases, puis de revoir c'est quoi qui est quoi. Et comme tu le dis si bien, la déprogrammation est importante. Il faut faire cette déprogrammation de toutes les interventions qui existent, puis revenir à la base sur c'est quoi la physiologie, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le divin a prévu pour l'enfantement, puis est-ce que c'est vraiment dangereux. Puis tu vois, dans notre façon de faire, hein, on a comme accepté le collectif sur les besoins de l'individu. Maintenant, on est rendu dans une société où on priorise le collectif sur les besoins individuels. Et bien que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup au service de l'humanité, je l'ai toujours été, ça commence avec soi. Il faut commencer par se soigner soi, prendre soin de soi pour qu'on puisse aider l'autre.
Et de dire que tu vois, je vais te donner un autre exemple. Manger et boire pendant le travail. Manger et boire, c'est très important. Tu sais, c'est comme faire un marathon. Qui ferait un marathon sans boire ou sans manger? Quand, dans les maternités, on y va, puis nous, on dit toujours, c'est important que la femme, si elle a envie de manger, qu'elle puisse manger, puis qu'elle puisse s'hydrater. Et là, on a c'est toute une variation de résistance. C'est dangereux qu'elle mange, qu'elle boive. Puis là, tu dis, pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux si cette femme-là a des complications, si elle a besoin d'une anesthésie générale et si pour avoir une césarienne. Mais là, t'es rendu à beaucoup de si, là. Tu sais, t'as descendu le toboggan pas mal, là. Alors, si elle a besoin d'une césarienne, elle peut avoir une péridurale. Si elle a une péridurale, c'est pas grave qu'elle ait mangé ou pas. OK? Avant, on disait qu'une femme qui avait une anesthésie générale, elle pouvait, comme étant endormie, elle pouvait aspirer dans ses poumons le contenu de ce qu'il y avait dans son estomac. Mais les études ont montré que même si elle mange pas, il y a du liquide dans l'estomac, puis ce liquide-là aussi peut être aspiré et c'est aussi dangereux. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas de femmes qui ont des anesthésies générales. Toutes les femmes vont avoir des péridurales, si jamais ils ont besoin d'une césarienne. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe si on a un accident quand on sort du restaurant et puis qu'on vient de faire une bonne bouffe? Exactement. Est-ce qu'on va nous dire, ah non, je vous opère pas, vous venez de manger? Exactement. C'est un accident. Et ça, c'était exactement ce que je leur disais. Puis là, tu vois que c'est au cas, 100% des femmes n'ont pas le droit de manger et de boire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est par souci de prévenir ce qui pourrait arriver avec tous ces si, on pénalise tout le monde et là, on crée un paquet de problèmes. Un paquet de problèmes. Comme une femme qui va avoir un soluté pendant tout son travail. Ça, c'est une intervention obstétricale. Ça, le soluté. Parce que le soluté, va empêcher la femme de bouger. Mais ils disent, oui, mais on fait le soluté parce que c'est important qu'elle soit hydratée. Pourquoi il faut qu'elle soit hydratée? Ben, parce que tu la laisses pas boire, n'est-ce pas? Fait que si tu la laisses boire, elle n'a pas besoin d'être hydratée par son bras, elle va boire. Oui, mais là, je veux la voir au cas où elle aurait une hémorragie. Oui, mais là, tu es en train de créer un problème en lui mettant ça là, qu'elle puisse pas bouger. Puis ton inquiétude, c'est si jamais elle avait une hémorragie. Fait que des fois, il faut négocier avec la maternité puis leur dire, ben tu vas me faire une ouverture, tu vois, tu mets une espèce de papillon, je sais pas trop comment ça s'appelle, là, les trucs dans lesquels tu peux injecter directement. Puis là, ben la veine est déjà accessible si c'est ça leur besoin. Mais ça, c'est de partir avec la mentalité qu'elle va avoir un problème, tu comprends? Surtout que c'est très douloureux en plus, c'est vraiment, tu vois, quand on parle dans la préparation de préserver son cerveau reptilien, se connecter avec la mammifère en nous. Toi, dans les formations, tu nous parles d'être la Cro-Magnonne. J'aime beaucoup cette image. Et ben, quand on te met un truc dans la main, moi je l'ai eu pour ma première fille là, ce début pour la voie veineuse, c'est hyper douloureux. Tu te sens déjà malade, en fait, hein. C'est comme la blouse. Moi, je me suis bagarrée aussi avec cette histoire de blouse. On nous fait jamais dans des vêtements qui nous conditionnent à nous voir comme étant on va forcément finir au bloc, hein. C'est déjà le truc absurde. Enfin, on n'est pas on a envie d'arriver presque en robe longue, belle, comme tu dis, on est des déesses à ce moment-là. Et donc, malheureusement, dans les cours de prépa, on ne nous dit pas qu'on est des déesses, qu'on va être puissante et que ça va le faire, en fait. On nous dit, alors effectivement, il y a tout le côté un peu soporifique. C'est pas très excitant comme c'est expliqué, justement, sauf si t'es vraiment toi concerné. Mais les partenaires, effectivement, je pense que la plupart, ils sont sur leur téléphone portable ou en train de roupiller à moitié. Qu'est-ce que maintenant tu considères comme étant une préparation positive? Si maintenant, je pense que les filles, elles ont compris aussi que faut faire attention à ce qu'on voit, faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans son champ de vision, dans son champ énergétique, de pas, aussi, je pense qu'on pourrait le préciser parce que je sais qu'on est dans cette même dynamique de pas récolter les angoisses des autres sur nos épaules, mais de laisser aux autres ce qui leur appartient. Ça, c'est important aussi parce que dans des familles, certaines fois, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Donc, si on essaie de vous décourager les filles, sauf qui peut,
Est-ce qu'on peut conseiller peut-être, justement, ça pourrait faire partie de cette capsule, juste parce que ça, je sais que ça arrive souvent comme question. Qu'est-ce que peut dire une femme ou un couple qui a envie d'enfanter à la maison ou en physiologie? Et puis, dans la famille ou dans le cercle proche, on essaie de les décourager. Qu'est-ce que tu conseilles à ces couples-là de répondre? Je leur conseille de pas en parler parce que, tu sais, c'est comme quand on fait l'amour. On n'a pas besoin d'annoncer à tout le monde qu'on va faire l'amour. Ah, tu sais, ce soir, je vais me mettre à quatre pattes et j'ai pas besoin de dire ça à personne. Ça regarde personne. Enfanter, c'est un geste qui est profondément intime et personnel. Ça regarde pas les autres. Donc, si les gens vous disent, tu vas accoucher à quelle maternité? C'est qui fait ton suivi? Tu sais, on est en train de regarder ça. Oui, on a des professionnels dans le dossier. On reste général. On reste général. T'sais, si on a un très bon rapport avec un parent ou avec une amie ou quelqu'un, puis on sent qu'on va être soutenu par cette personne-là, on s'entoure de ces personnes-là, mais on n'a pas besoin de faire de la publicité, puis on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres. Ça regarde personne. Ça regarde vraiment personne. Si c'est trop tard et que les personnes ont déjà partagé leur projet, on peut considérer qu'il peut y avoir un noble mensonge, voire de dire on sait pas encore. Il me semble que Malika avait proposé de faire ça, de dire on sait pas encore, on hésite, on verra bien. Rester vague. Oui, c'est ça, exactement. On reste vague, c'est ça. Puis de toute façon, on sait pas comment ça va se passer. Tu peux programmer un enfantement dans un endroit, puis ça peut se passer autrement. Je veux dire, il y a des femmes qui ont des accouchements inopinés à la maison, qui n'avaient pas prévu, puis ils voulaient s'en aller à la maternité, et l'inverse. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, je pense qu'on reste sur le flou, là, ça reste une très bonne option. Donc une fois qu'on a viré toutes les parties négatives, comment toi, tu as des critères pour parler d'une formation, une prépa qui sert à quelque chose et qui est efficace? On va le regarder d'un point de vue scientifique, OK? Qu'est-ce que les recherches nous ont dit sur l'efficacité des programmes de préparation à la naissance? Les résultats sont très inconstants, sont très variés. Sont très variés parce que les formations, les préparations sont très variées. Il n'y a pas comme une préparation universelle pour tout le monde. Tout le monde fait un peu sa sauce. Donc, ça devient difficile pour nous autres de savoir quelle formule fonctionne le mieux ou quelle fonctionne très bien, mais on a quand même des courants, en fait, on a des résultats très différents. Il y a certaines études qui nous montrent que les cours de préparation vont baisser le taux de césarienne, vont baisser le nombre de déclenchements, vont baisser vont baisser la perception de la douleur, vont faire en sorte que les femmes vont arriver au bon moment. Donc, il y a des études qui nous montrent qu'il y a des préparations qui vont aider à ce niveau-là. Il y a d'autres études qui nous montrent que les préparations augmentent le taux d'intervention obstétricale. Donc, il y a plus de forceps, plus de ventouses, plus de péridurales, plus de césariennes chez les femmes qui ont suivi le cours. Donc, tu vois, ça questionne. Il faut revoir qu'est-ce que c'était le programme qui a été enseigné pour que le taux d'intervention augmente. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, quand les formations sont données dans les maternités, c'est des formations qui servent à programmer. Donc, ils vont dire, voici ce qui va se passer, vous allez arriver, on va vous mettre votre comment t'appelles ça, la jaquette d'hôpital, la blouse. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça la camisole de force, mais en fait, ça, c'est plutôt dans les hôpitaux psychiatriques. Mais au final, on a quand même l'impression d'être prisonnière. Mais ça s'appelle, probablement une blouse. Je sais pas comment ils appellent ça en réalité, je ne sais pas. C'est ça. Donc là, on met ça. Tu vois, aux États-Unis, les femmes, ils sont obligées de rentrer en chaise roulante. Tu vois, c'est déjà la programmation de ça va mal aller là. Hein? Là, on va te mettre un soluté. Avant, c'était un lavement. On va te raser. Tu vois, toutes ces interventions là. Et puis, ils t'expliquent qu'est-ce que ça va être. Ils disent pas ce que c'est, la physiologie, qu'est-ce que toi tu peux faire. Ils disent qu'est-ce qui va arriver. Et donc, on est programmé à être passif. Puis là, on explique tous les exemples de ce qui peut mal aller.
on peut montrer des exemples de choses qui vont mal. Et là, on montre un forceps, on montre une césarienne. Et puis là, tout le monde, du coup, ils sont, écoute, je vais prendre mon rendez-vous tout de suite pour la césar parce que, je vois tout. Oui, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Je vois toutes les places où ça peut mal aller, tu sais, aussi bien prendre mon rendez-vous tout de suite pour la césarienne. Je vais m'éviter tout ce travail de tout ce qui pourrait potentiellement mal aller. D'ailleurs, ce que les professionnels disent rarement, c'est que même si pour une raison médicale, on va dire, on me dit, il faut absolument que tu aies une césarienne. Le travail que je vais faire, le fait de vivre un travail, tu sais, dans mon corps, ça va préparer l'enfant. Ça va rendre l'enfant plus en santé. Ça va me permettre à moi de développer les hormones, de produire les hormones qui vont m'aider pendant l'enfantement, mais après aussi. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes qui ont eu un travail puis qui ont une césarienne après ont moins de conséquences, moins d'effets secondaires que les femmes qui ont une césarienne prévue, telle date, sans travail. Puis ça, il y a des meilleurs effets pour la mère et pour l'enfant. Mais tu vois, là, on parle beaucoup d'intervention et ça, c'est toute la programmation négative. Il faut sortir de ça. Donc, il y a un psychologue Bandera qui a regardé des programmes de préparation, puis il a dit, il y a une formule qui fonctionne extrêmement bien pour donner des cours de préparation. Et ça donne que, moi aussi, j'ai une maîtrise en éducation et là, j'avais déjà développé dans mon programme les étapes que lui nommait. Et donc, quand on cherche un programme de préparation, ce qu'on doit avoir, c'est une emphase sur ce qui fonctionne et pas sur ce qui fonctionne pas. On va parler dans le positif et pas dans le négatif. Donc, c'est comme Malika souvent dans la parentalité avec son fils, au lieu de dire « touche pas à ça », elle va dire « touche plutôt à ça ». OK? Donc, c'est pas non, mais c'est « oui, garde, va par ici, touche à ces objets-là ». D'accord? Donc, dans la préparation, on devrait mettre l'emphase sur les choses positives. Bouge, respire, mange, bois, chante, fais confiance. Tu comprends? Et puis, t'induis ce message et tu répètes ce message de comment faire, mais dans le positif. Pas, faut pas que tu te couches, il faut pas que tu fasses de bruit. Tu comprends? Il faut pas, on va le dire dans le positif. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est important que les gens puissent pratiquer les outils. Parce que ce que t'entends, on en retient à peu près 15%. Mais ce que tu fais, puis ce que tu ressens dans ton corps, tu vas le retenir beaucoup mieux. Donc, si vous avez, puis moi je le dis toujours avec les professionnels que je forme, si tout ce que vous faites, c'est de parler, oubliez ça, ça marche pas. Les gens retiennent rien. Surtout dans l'éducation des adultes, les adultes apprennent quand ils sont motivés, quand c'est lié à leur réalité. Fait qu'il faut que ça serve à quelque chose. Si c'est quelque chose qui est théorique, c'est bla, 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 ils comprennent rien. Il y a rien qui rentre, il y a rien qui reste, il y a rien qui colle, tu vois. Alors, quand on fait des gestes ou quand on leur fait parler de leur propre expérience en lien avec le geste qu'on va faire, OK? Parce que des fois, dans les cours de prépa, les sages-femmes me disent « Ah, tu sais, moi, je les laisse parler. » Puis là, ça peut très mal virer, tu comprends? Parce que tu peux avoir une femme qui a déjà enfanté avec la femme à côté qui n'a pas enfanté, puis celle qui a enfanté la première fois, qui a eu une mauvaise expérience, parce que c'est assez fréquent, elle va pourrir l'expérience de toutes les primipares, toutes les femmes qui sont là pour la première fois, puis elle va avoir besoin d'en parler, parce qu'on a besoin de parler de notre enfantement, sauf que on en parle, puis on s'évacue devant tout le monde, puis ça crée un modèle qui est vraiment pas agréable. Donc, s'il y a des partages, il faut que ce soit un partage qui est fait autour des expériences qui sont constructives. Puis quand nous, on avait des partages, il faut que ça soit bien cadré. Quand nous, on avait des partages dans nos groupes, puis que quelqu'un a une expérience qui est difficile, on la voit après.
Je propose aux sages-femmes ou aux formateurs, tu les vois après, à la pause, tu travailles avec eux après pour ventiler leur expérience, mais pas devant le groupe. Alors, les grandes composantes, il faut que ce soit quelque chose qui est pratique, qui réponde aux besoins des parents. Il faut qu'il y ait une rétroaction sur leur pratique. C'est-à-dire, tu le fais devant moi, on le fait ensemble, puis après, je vais t'aider à te corriger. OK, je vais voir, je vais te dire, OK, ça marche. Tu sais, essaie de peser un peu plus fort. Tu sais, voici comment trouver le point. Puis après, ce qui fonctionne très bien, c'est que les gens, ils parlent de leur expérience. Donc, toi, le père, là, tu viens juste de pratiquer ce massage-là. Tu as trouvé 6 points d'acupuncture. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps, toi, quand tu l'as fait? Puis là, le gars, il dit, moi, j'ai senti qu'il y avait un petit trou, puis quand j'appuie plus, je sens mieux le trou, puis j'ai vu que quand j'appuie, elle a réagi. OK. Tu vois, lui, il parle de son expérience, puis après, on peut demander à la femme, toi, t'as vécu quoi? Ben moi, j'ai senti un engourdissement, j'ai senti un choc électrique. OK, ça, c'est un signe que tu es dans un point d'acupuncture, c'est un bon signe. Puis là, tu vois, donc les gens, ils parlent de leur expérience. Ça, ce sont des composantes qui font en sorte que l'expérience va rentrer, que les connaissances, ils vont avoir... S'intégrer. Vont s'intégrer. D'où l'importance aussi, tu vois, parce que là, on parle de préparation, mais finalement, c'est extrêmement important parce qu'on est regardé par beaucoup de professionnels, que les professionnels sachent aussi transmettre finalement ces connaissances. Parce que tu vois bien que on est 8 milliards sur Terre, il y a un grand besoin pour qu'il y ait des relais par rapport à ces formations. Et voilà aussi l'importance que les professionnels ouvrent les paradigmes et renouvellent justement leurs connaissances. Parce que tu parlais tout à l'heure des anesthésistes qui justement disent mais je comprends pas, je lis à l'époque dans ton expérience, vous avez envie que les femmes souffrent ou est-ce que on doit laisser les femmes souffrir selon vous? Moi, nous non. Mais évidemment parce que dans leurs études d'anesthésistes, ils sont formés pour réduire la douleur ou l'enlever parce qu'on saucissonne de nouveau. L'anesthésiste, lui, il a aucune formation sur la physiologie. Lui, on lui dit, tu enlèves la douleur parce qu'il est formé pour enlever la douleur. Alors évidemment qu'il n'y a plus justement ces connaissances pluridisciplinaires. Dans les programmes d'études, la physiologie, ça devient une espèce en voie de disparition maintenant. On forme au risque, gérer les risques. Gérer les problèmes. Une fois qu'il y a les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, une des réalités du terrain, j'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses par rapport à ça, parce que toi aussi, tu as un œil sur les professionnels depuis longtemps, c'est que au niveau de la pratique, comme tu dis, effectivement, le geste, on l'intègre dans son corps et dans ses cellules parce que c'est concret. Il y a plein de sages-femmes aussi qui maintenant se plaignent. Elles sortent de 4 ou 5 années d'études. Elles ne savent même pas sur le terrain ce que c'est une femme qui crie, qui se met à 4 pattes au milieu de la pièce pour accoucher parce qu'elles sont toutes anesthésiées. Donc là aussi, par rapport à ça, on pourrait dire aux sages-femmes que le problème, c'est que se former dans la théorie, c'est bien, mais après, pour retransmettre tout ce savoir, comment elles font? C'est très difficile. Je vais te dire, moi, je forme régulièrement, on travaille avec des professionnels qui ont jamais vu une femme enfanter sur son propre pouvoir. Les professionnels, les anesthésistes inclus, connaissent pas les approches non pharmacologiques. Ils connaissent pas. Tu sais, au début du siècle, quand Rockefeller, là, il s'est mêlé de la médecine holistique, des médecines hautes, l'herboristerie, l'homéopathie, tu vois, tous les autres types de médecine. Ils ont écarté ça des programmes de médecine. Tout ce qui était les approches endogènes et naturelles. Donc, les professionnels aujourd'hui, ils savent pas. Ils savent juste pas. Donc, ce qu'il faut qu'on sache, puis je pense qu'on l'a déjà abordé quand on a parlé de la péri, mais il y a des mécanismes très forts dans notre corps pour réduire la douleur. Et c'est ces mécanismes-là qu'on doit apprendre pour être capable de... On n'est pas obligé de les apprendre, mais c'est grâce à ces mécanismes-là qu'on peut s'élever dans un enfantement. Et, tu sais, il y a des affaires qu'on sent, tu sais, quand un enfant se blesse, puis on lui fait un bisou, puis on souffle sur son bisou. C'est un mécanisme neurophysiologique. On le sait comme un peu par instinct, parce qu'il y a des choses qui sont restées en nous. Hein? On se fait mal, on souffle sur la blessure, on caresse notre blessure. Ça s'appelle la théorie du portillon. Et ça, ça fait partie des gestes qu'on enseigne aux pères à faire,
au partenaire à faire pendant la préparation. Lui dire, voici toutes les façons dont tu peux mettre en place le portillon pour soutenir ta partenaire. Essaie des choses, vois avec elle si ça la soulage. Donc, caresser la zone douloureuse, ça peut être le dos, le bas du dos, l'abdomen. Des fois, il y a des femmes qui font des rotations comme ça avec leurs doigts tout doux sur l'abdomen. Ça leur fait du bien. Tu sais, on voit souvent les femmes qui se frottent le ventre, hein, pendant la grossesse. Mais ça, c'est une façon de caresser la zone qui est tendue pour la détendre. C'est la théorie du portillon. D'autres techniques qu'on enseigne aux partenaires et que la femme peut faire, c'est de créer la deuxième douleur. Donc, en créant la deuxième douleur, ça permet le relâchement d'endorphines pour endormir la première douleur. Et ça, en médecine chinoise, hein, ils connaissent, il y a des points très spécifiques qu'ils utilisent avec les femmes enceintes depuis des millénaires. Et ils savent que pendant le travail, quand la femme est fatiguée, on peut appuyer sur certains points, on peut stimuler son énergie en appuyant sur ces points-là, on peut calmer son anxiété ou son angoisse avec d'autres points, on peut réduire la douleur dans le sacrum avec d'autres points. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné ça, hein, les points d'acupression, avec le fait de créer la deuxième douleur pendant la contraction. Et c'est ça qu'on enseigne aux partenaires, la personne qui accompagne, comment on peut se servir de ces connaissances ancestrales-là pour aider les femmes. Après, il y a tout le côté, tu sais, la pensée. Quand on parle du placebo, quand on parle de dévier l'attention par la respiration, la pensée, penser à quelque chose d'agréable, tu sais. Ce matin, je me suis fait un jus de carotte avec de la lime dedans, puis des ananas, puis c'était sublime. Et quand je repense à ça, il me vient quelque chose de rafraîchissant. Ben c'est ça, tu maintiens l'attention sur quelque chose qui t'inspire, qui t'élève. Ça peut être de penser au bébé qui s'en vient, ça peut être penser à quelque chose que t'aimes manger, quelqu'un que t'aimes beaucoup. Et tout ça va produire les hormones et les neurotransmetteurs qui vont soulager, qui vont aider. Et les cours de prépa, selon moi, doivent porter sur tous les outils endogènes qu'on a, tout ce que la nature nous a donné pour enfanter dans la joie et dans la sécurité, et pas sur tout ce qui peut mal aller. On regarde la partie qui est du verre qui est plein et pas la partie qui est vide. Oui, tu vois, finalement, tu résumes assez bien ce que j'allais dire, c'est que finalement, les préparations qu'on peut conseiller sont des préparations durant lesquelles on va dire que la mère et son bébé ont tout ce qu'il faut en eux, parce que tu parles justement de solutions endogènes, pour arriver au bout du voyage en sécurité, heureux, avec la nature comme allié principal, alors que les formations qui sont plutôt des listes de problèmes éventuels, eh bien, celles-ci, on va leur dire, bon voilà, heureusement qu'il y a ceci, cela. Dès qu'on est dans l'extérieur, dans l'aide extérieure, eh bien, on peut considérer que c'est pas vraiment une préparation parce que on est plutôt en train de soumettre à votre subconscient l'image que vous êtes incapable. Une fois de plus, on est toujours dans ce paradigme, dépendance, impuissance, incapable, incompétence. Et finalement, moi, j'ai envie de dire aux femmes qui sont en train de préparer leur grossesse maintenant, qui apprennent qu'elles sont enceintes, elles ont le temps pour se préparer. S'il y a une urgence, de toute façon, à ce moment-là, c'est pas à nous de la gérer parce que c'est à ça que sert le chirurgien, c'est à ça que sert le plateau technique et tout le tralala hospitalier. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de préserver la physiologie. C'est un processus qui est involontaire, comme le dit tellement bien Michel Audin. Et dans ce cas-là, si vous deviez miser sur des préparations à la naissance, allez dans les préparations qui sont focalisées sur vos ressources personnelles et puis la sagesse de nos cellules qui ont quand même ces mémoires encore. On en profite, elles sont encore là, ces mémoires. Mais il y a vraiment un enjeu maintenant. Hein. J'aimerais qu'on finisse là-dessus, si tu as envie de nous dire quelques mots sur cet enjeu, parce que tu vois, tu nous disais aussi dans une autre capsule que les femmes aujourd'hui qui donnent la vie, quand elles sont nées à l'époque, puisqu'on sait plus ou moins une génération, elles étaient déjà sous l'influence de cette
cytosine de synthèse pour beaucoup de tous ces molécules chimiques, de tous ces gestes médicaux et ces protocoles. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Parce qu'elles aussi, dans leur programmation, justement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur se déprogrammer, hein, si possible. Heureusement, tout le monde n'a peut-être pas besoin de se déprogrammer, mais je pense qu'on est quand même une immense majorité avant de se former pour faire le ménage, avant de remettre la nouvelle décoration. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes? Ben, on est vraiment dans un point tournant pour l'humanité. On a encore la capacité, le pouvoir de se réapproprier la naissance. C'est un événement de famille. C'est pas un événement qui appartient à la société. Ça appartient à la famille, à la femme, son partenaire et les enfants. Et il faut voir que l'enfantement va avoir un rôle important va jouer un rôle important pour tout le monde. Et que quand tout le monde, quand on participe à cet événement-là et qu'on le vit en puissance, on sera plus arrêtable après. Il n'y a personne qui va nous dire quoi faire, puis on pourra pas accepter que l'autorité vienne des autres. Et il est là le danger. Il y a personne qui veut ça, là. Dans mettons, dans le système du pouvoir, moi, je suis pour la souveraineté de chacun, que chacun se développe ses capacités, s'épanouit, grandit, qu'on crée des environnements pour que nos enfants puissent se développer, se déployer et trouver la liberté, la vraie liberté, la liberté spirituelle. Et donc, l'enfantement, c'est une des portes d'entrée pour nous aider à atteindre cet état-là. Et c'est tellement important. Puis je suis contente parce que ce matin, justement, je faisais le bilan là, de mes dernières années avec tout ce qui s'est passé. Et puis, je disais, j'ai de la gratitude parce que, en dépit des difficultés qu'on connaît avec la pandémie puis tout ça, on a appris des choses. On a grandi. On grandit. La vie, elle se transforme. Et l'enfantement, c'est une des portes qui peut nous permettre d'aller encore plus loin. Puis, je veux répéter ce que tu dis souvent, on est capable. On est capable. On a ce qu'il faut. On n'est pas seul. Wow! Merci, Julie. Tu viens de nous faire une belle mise en jambe sur cet enfantement. Ça donne envie de refaire des bébés pour revivre ça. Tu nous redonnes envie. Bon, les amis, vous pouvez retrouver Julie, vous pouvez retrouver l'univers de Faux Départ en long, en large dans la barre d'infos de cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez tous les liens. Et Julie, je te dis un grand merci pour cette capsule. Je pense que ça va être vraiment utile à beaucoup de femmes, à beaucoup de partenaires et de familles. Et les amis, on se retrouve dans la prochaine étape de Faux Départ pour ce voyage extraordinaire à travers l'enfantement, la puissance, la joie, la souveraineté et tout ce qui nous fait vibrer parce que nous sommes des humains, une espèce en voie de disparition, mais nous luttons pour la préservation de notre espèce avec beaucoup d'engagement. À bientôt, Julie. À bientôt.